Bonjour, messieurs, dames, chers collègues. Je m'appelle Hassan Salam, je viens d'Alexandrie et en Égypte et je veux commencer par remercier le comité de Giraffe, le comité organisateur de ce congrès, en particulier Dr Moïse Fiadjoué pour m'avoir étendu cette invitation d'être parmi vous dans cet congrès très intéressant. Et si vous vous demandez comment je parle français, alors en Égypte, je viens de l'Alexandrie, où on est un peu francophone. Ça, c'est mon école, le Collège Saint-Marc d'Alexandrie, où j'ai fait mes études primaires, préparatoires et secondaires. C'est un grand édifice de formation en langue française. Mais aujourd'hui, on parlera de la césarienne et ses effets sur la fertilité. Et la césarienne, l'idée de la césarienne est très ancienne, datant depuis la mythologie grecque. Ici, on voit le dieu de la médecine, Asclépios, qui est lui-même né par une césarienne. Son père qui était Apollon, sa mère Coronis, et quand le père a pensé que Coronis l'avait trahi, alors il arracha le bébé Asclépios avec une césarienne. Mais la première césarienne réussie d'après la Renaissance, c'est peut-être la naissance en Suisse en 1500 de cette femme avec le mari Jacob Neuffer, qui était lui-même médecin et qui a extrait le bébé depuis son ventre. Et les Américains, bien sûr, aiment penser qu'ils sont les premiers. Alors, on dit qu'en 1794, la première femme aux États-Unis, au moins, a accouché de cette manière et a survécu. Son mari Jesse était un médecin aussi. Et nous savons qu'il y a des indications de la césarienne, il y a des indications absolues, des indications relatives, on les sait tous. Mais on constate qu'il y a une épidémiologie mondiale des césariennes inutiles, ça monte toujours dans tous les continents, et le taux mondial, comme vous le voyez, augmente aussi. Et voilà, les pays avec les montées plus hautes. Malheureusement, l'Égypte, d'où je viens, est un de ces pays. C'est le troisième pays, égal avec le Brésil, mais aussi après la République dominicaine. Nous avons 55% des accouchements qui sont faits selon une césarienne, tant que l'OMS recommande seulement 10 à 15%. Alors, quelles sont les causes de la montée césarienne? Voilà, l'âge maternel avancé, les césariennes antérieures, les meilleures détections de souffrance fœtale, l'absence du matériel de surveillance dans les pays en voie de développement, comme notre pays par exemple, la demande maternelle, peur des litiges, recours accru à la procréation médicalement assistée, où on pense que le bébé est particulièrement de valeur. Mais la césarienne a des conséquences. Voilà, il y a un risque accru de placenta previa, de placenta acrita, un risque accru de mortinatalité, risque accru d'accouchement prématuré et de rupture utérine selon toutes ces études. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'effet de la césarienne sur la fertilité ultérieure. Et selon ce papier de Mette et collègues, en 2007, la probabilité de la deuxième naissance est diminuée par à peu près de 18%. Il y a ce papier qui est apparu plus tard, de Gurol Urganci, Italia. Comme vous le voyez, le taux de grossesse a diminué par 9% et le taux de naissance vivante a diminué par 11%. Et cette étude de cohorte qui vient d'être publiée en 2024, publiée dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, le taux de fécondité a diminué par 10%. Et une autre chose, c'est que la durée pour concevoir après une césarienne est plus longue qu'après un accouchement vaginal, par 50%, comme vous voyez ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette
fertilité diminuée. Est-ce que c'est une infertilité secondaire vraiment ou c'est une infertilité volontaire? La réponse courte que c'est une infertilité secondaire. Voilà cette étude de Himinki en Finlande, ils ont trouvé que chez les femmes qui souhaitent un autre enfant, 29% avaient déjà accouché par voie basse et 45% avaient déjà eu une césarienne. Ce qui veut dire que l'incapacité à devenir enceinte et non au manque de désir est due à l'incapacité à devenir enceinte et non au manque de désir d'avoir un enfant, un autre enfant. On se demande peut-être c'est quelque chose qui a affecté la réserve ovarienne. La réponse c'est non. Cette étude de Mouini a montré que ce n'est pas le cas. Peut-être c'est l'âge. Voilà cette étude de Geroulf et ses collègues. Ce qu'ils ont fait, ils ont étudié et ils ont fait un ajustement pour leur méta-analyse. Alors, on a trouvé que l'augmentation de l'infertilité secondaire après une césarienne est vraiment à peu près de 15%. Après l'ajustement de tout, les troubles liés au diabète, anomalie du bassin, anomalie fétale. Alors, il y a aussi un effet de la césarienne sur les résultats de la PMA. Comme vous voyez ici, ce papier de Vissé, il montre que le taux de natalité vivante est diminué, taux de grossesse évolutive, taux de grossesse clinique sont tous diminués. Et voilà notre papier de Wang et ses collègues, ils ont trouvé, qui vient de la Chine, en 2020, ils ont trouvé que le taux de natalité vivante est diminué et aussi le taux de fausse couche. Pas le taux de grossesse et le taux d'implantation. C'est chez les femmes, bien sûr, qui ont subi l'AMP ou la PMA. Une autre étude qui vient de la Chine aussi, c'est une méta-analyse par Zhao et ses collègues. Alors, le taux de grossesse clinique est diminué, appelé la PMA, le taux de natalité vivante, et aussi un autre papier qui vient toujours de la Chine a étudié les effets de la césarienne sur les résultats de la PMA aussi. C'est une autre méta-analyse qui vient d'apparaître en 2024. Et voilà, le taux de grossesse clinique diminué par 9%, le taux de naissance vivante par 13%, et même le taux de grossesse multiple par 28%, comme on le voit ici. Alors, quelles sont les raisons anatomiques de l'infertilité? Si ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la volonté, quelles sont les raisons anatomiques? Alors, ça peut être les anomalies tubaires après la césarienne, peut-être le développement d'une niche post-césarienne, les adhérences intra-utérines, les adhérences intra-abdominales. Qu'est-ce qu'on pense du risque de rupture utérine, de la rupture utérine? Voilà, commençons par les anomalies tubaires. Est-ce que c'est la cause? La réponse coûte que c'est non. Cette étude alors de Farhi et ses collègues, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que l'occlusion tubaire sur HS, sur hysterosalpingographie était à peu près de 16% chez les femmes qui ont subi une césarienne et celles qui n'ont pas subi une césarienne. Un autre article par Saraswat, les césariennes précédentes, voilà l'incidence de fertilité tubaire, 21%, comparant aux autres femmes, 21,6%. Une autre, voilà, et ça c'est l'étude de Saraswat, montrons ici, quand on fait la comparaison chez les femmes fertiles et infertiles, pas de différence. Alors ce ne sont pas les trompes. Peut-être c'est le développement d'une niche post-césarienne. Voilà la niche post-césarienne, voilà le travail de Olivier Donez Junior, et voilà comment on peut faire le diagnostic. Alors la échographie en 2D, c'est peut-être la meilleure façon. Je ne veux pas dire le talon d'or, mais c'est la meilleure façon, mais il y a aussi le IRM qu'on peut toujours utiliser.
Voilà. Quelle est l'incidence de ces niches? C'est, selon cette étude de Wang, 7%. Et il y a des types d'ismocèles. Il y a des triangles, demi-cercles, rectangles, cercles, les gouttelettes, les kystes d'inclusion. Voilà comment on voit ici ce travail de Baldini et ses collègues. Alors, quels sont les facteurs de risque de la formation de ces défauts de la cicatrice, ces niches-là? Il y a des facteurs d'abord liés au patient, à la patiente. C'est-à-dire des prédispositions génétiques, le diabète gestationnel, l'endométriose, tension, grossesse extra-utérine, l'IMC élevé, le paludisme, l'utérus rétrofléchi, rétroversé. Voilà, c'est des facteurs liés à la patiente. Mais ici, il y a aussi des facteurs liés à l'opération. Le niveau de l'incision, faire la suture en une seule couche, le matériau de la suture, l'infection qui peut arriver après l'opération, les adhérences pelviennes préexistantes, la dilatation cervicale, parce qu'une dilatation précoce est un facteur de risque, la grossesse gémellaire ou peut-être la macrosomie. Et voilà, comme je viens de dire, si on fait nos sutures en une seule souche. Les facteurs affectant la taille des défauts aussi. Voilà, la cicatrice était plus grande chez les femmes ayant subi plusieurs césariennes, les femmes ayant une rétroflexion et les femmes ayant des saignements post-menstruels, une dysménorrhée et des douleurs pelviennes chroniques, selon ce papier de Wang, publié en 2009. Alors, ces femmes avec un ismocèle, avec cette cicatrice, avec cette niche qu'on appelle, qu'est-ce qu'ils présentent des symptômes? Oui, il y a des symptômes, selon ce papier de Baldini, entre 29% et 70% selon l'étude que vous regardez. Et les symptômes associés sont le saignement post-menstruel, la dysménorrhée aussi, la douleur pelvienne chronique, comme on voit ici dans ce papier de Wang. Et les symptômes dépendent de la largeur du défaut. Voilà, à gauche on a la largeur du défaut. La différence est significative. Mais la profondeur du défaut, ce n'est pas c'est pas quelque chose que les symptômes dépendent sur, ou même l'épaisseur résiduelle du myométrome. Voilà le risque de l'infertilité avec l'ismocèle. Est-ce que l'ismocèle entraîne de l'infertilité? Oui, selon ce papier de Baldini, c'est entre 4 et 19%. Une autre question, c'est est-ce que cette niche a un effet sur les résultats de la PMA? Et la réponse courte, c'est que oui. Voilà ce papier de Diao qui montre que si pour toutes les femmes, le taux de natalité vivante est diminué par 50%. Et chez les femmes de moins de 35%, le taux de natalité vivante par 65%, le taux de grossesse clinique par 57%, et le taux d'implantation aussi par 15%. Un autre papier, une autre étude de Van der Thuil et ses collègues, c'est une méta-analyse qui a trouvé que le taux de naissance vivante a diminué à 0,58, c'est-à-dire diminué à peu près de 42%. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette infirmité secondaire avec la niche utérine? Voilà, ce papier de Calzolari, ils ont fait une étude sur les facteurs et c'est ce qu'ils ont trouvé que le IMC est un facteur très important et le degré d'ismocèle aussi était très important, ainsi que le nombre de césariennes que la femme a subi dans le passé. Ici, mais les résultats ne sont pas très robustes, les études ne sont pas très, l'évidence n'est pas très forte. Alors, ce qui veut dire que cette étude, voilà un protocole pour une étude française pour étudier les effets de cette cicatrice sur les résultats de la PMA.
Euh, et si on, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il y a un effet sur la fertilité chez femmes avec une niche, il y a des mécanismes hypothétiques. L'hypothèse numéro un, c'est que le liquide intra-utérin peut affecter l'implantation. L'immunologie altérée aussi, la contractilité déformée de l'utérus, le mucus et le sang qui s'accumulent dans la niche et l'utérus rétrofléchi compromettent le transfert embryonnaire en PMA, les symptômes gynécologiques peuvent intéresser avec les rapports sexuels et aussi les thérapies pour les plaintes peuvent intéresser avec les rapports sexuels. Et alors, un autre papier qui nous montre aussi une autre théorie, c'est la colonisation bactérienne dans cette niche, dans les malformations de la césarienne statée, cette niche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour ces niches, on fait une réparation. Voilà la réparation hystéroscopique où on enlève la lèvre inférieure de cette niche. Il y a aussi une réparation qui peut être par la laparoscopie. Voilà. Cette réparation laparoscopique peut être faite sans résection cicatricielle ou avec la résection de cette cicatrice. Il y a aussi la résection laparoscopique, mais sous contrôle hystéroscopique, comme on le voit ici. On met l'hystéroscope selon le col de l'utérus et en même temps on fait la laparoscopie, alors on peut faire ça plus facilement, et en particulier si on va enlever cette cicatrice. Ici, on peut faire cette réparation transvaginale. Et comme on voit ici, ce papier de Comparati et Dr. Zimmerman et leurs collègues, comme on le voit ici, ils mettent un hystéroscope pour détecter la niche avec cette lumière qu'on peut voir, et alors on peut faire ça d'une manière vaginale. On peut aussi faire la réparation avec le robot, comme on le voit dans ce papier. Alors, est-ce que en faisant cette réparation, est-ce qu'on améliore la fertilité? Et la réponse selon ces papiers, c'est oui. Voilà l'étude d'Olivier Donnet et ses collègues. Le taux de grossesse dans cette série était de 44%. Dans cette série de Shapira qui vient d'Israël, Shapira et ses collègues, le taux de grossesse était de 52%, taux de natalité vivante à peu près de 48%. Et les résultats de cette revue systématique disent que l'épaisseur myométrale résiduelle d'au moins de 2,5 mm est nécessaire pour que cette réparation soit efficace. Ça vient du Canada, voilà, le docteur Mohamed Bedewi, professeur Mohamed Bedewi, qui est le patron à British Columbia. Il y a aussi les résultats de fertilité appelés résection hystéroscopique, ce papier qui vient de la Chine, publié en 2023, qui nous montre que dans cette étude, le taux de grossesse clinique a amélioré, mais pas le taux de natalité vivante. Et aussi cette étude du groupe de Nezat, le taux de grossesse était de 73%, natalité 60%, fausse couche 13%. Et voilà une autre méta-analyse en 2020 d'Al-Moutari et Romé, qui vient de l'Arabie Saoudite. Ils ont fait cette méta-analyse, ils ont montré que le taux de grossesse clinique diminue par à peu près de 30%. Et il y a aussi l'étude de l'APNISH, qui est une étude de cohorte prospective qui nous montre que le taux de grossesse était de 62%, taux de natalité vivante 58%, fausse couche 8,3%. Et voilà les résultats de fertilité à la réparation robotique. Le taux de naissance était de 64%. Et voilà les résultats, l'effet sur les résultats de la PMA. Est-ce que si on fait cette réparation hystéroscopique, est-ce qu'on améliore les résultats de la PMA?
Et la réponse courte, c'est que oui, le taux d'implantation est augmenté, le taux de grossesse est augmenté, le taux d'anéantelle vivante est augmenté selon cette étude turque de Mutlu. Et alors, quels sont les facteurs affectant les performances de reproduction après la réparation de cette niche? La chose la plus importante, c'est le degré de l'ismocèle, mais aussi l'âge de la femme, comme on voit de cette étude de Calzolari. Voilà aussi la réparation hystéroscopique ou vaginale. Alors, quels sont est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Voilà, ce papier de Young nous dit qu'il n'y a pas une différence sur la grossesse clinique, les naissances vivantes, l'avortement raté, les grossesses extra-utérines. Mais le temps pour concevoir est plus court quand on fait la réparation historiquement, hystéroscopiquement, comme on le voit ici à droite. Alors on achève une conception plutôt si on utilise l'hystéroscopie contre leur réparation vaginale. Et parce que les études ne sont pas très élaboré, alors il y a ce protocole qui est pour une étude randomisée qu'on appelle l'étude de la presse qu'on vient de lancer. Voilà, on attend les résultats. Une autre raison anatomique pour l'infertilité secondaire, ce sont les adhérences intra-utérines. On sait ces adhérences intra-utérines. Et on fait le diagnostic, on peut le faire avec l'hystérographie, l'hystérosalpingographie, l'hystéroscopie ou la sonohystérographie. Le talon d'or peut-être c'est l'hystérographie, c'est l'hystéroscopie, mais l'hystérographie aussi peut nous montrer des choses et même la sonohystérographie. Et voilà, quelle est la prévalence des adhérences intra-utérines? Voilà, selon cette étude de Lee, c'est 1 à 4% des femmes qui ont une césarienne développent ces adhérences intra-utérines que parfois on appelle le syndrome d'Asherman. Et voilà le syndrome d'Asherman, cette étude, ce papier de Charles Marsh de University of Southern California. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'incidence des synéchies après la césarienne est de 2,8 selon son étude. Et voilà, les facteurs de risque, selon son étude, ce sont les infections péri-interventionnelles, le curetage postpartum, mais aussi les sutures de compression comme la suture de Williams. Un autre papier qui vient de Rathat et Italia, qui nous parle des synéchies après les sutures de compression. Et c'est bien de se rappeler toujours que les composants clés de la biologie de l'endomètre, c'est de limiter l'inflammation, l'activation cyclique des cellules souches et la réparation de l'endomètre sans cicatrice. Parce que ce qui se passe avec nos adhérences intra-utérines, c'est qu'il y a de la fibrose, cicatrisation, il y a dommage de la couche basale, un effet sur les glandes qui deviennent atrophiques, l'hypoxie est toujours là, le micro-environnement pâle et anémique, et tous ces facteurs aboutissent à la formation des adhérences intra-utérines. Il y a une classification de ces adhérences. Il y a la classification de la Société américaine et SRM en 1988, mais il y a une plus simple, celle de Marsh, qui a publié en 2011. C'est légère, modérée et sévère. Alors, quels sont les mécanismes de reproduction altérés en cas de cette adhérence intra-utérine? Pourquoi ces femmes ont une fertilité diminuée? Occlusion ou obstruction du col de l'utérus, altération de l'architecture du canal cervical, diminution de la qualité, composition de la glaire, entrée altérée des spermatozoïdes,
perméabilité, progression réduite des spermatozoïdes, augmentation de l'effet des défenses immunologiques, altération de la forme de l'utérus, altération de l'activité contractile, déviation, obstruction des osseotubaires. Ça, c'est ce qui affecte le transport du sperme. Mais il y a aussi des mécanismes qui peuvent faire un effet sur la migration et l'implantation des embryons, distorsion de la cavité utérine, altération de la fonction de l'endomètre, altération de l'apport sanguin de l'endomètre, diminution de l'angiogénèse, contraction utérine altérée, altération de la communication entre mère et fœtus. Et aussi, il y a des mécanismes dans la placentation, c'est-à-dire une altération de la fonction de la croissance et réceptivité de l'endomètre, de l'apport sanguin, diminution de l'angiogenèse, vascularisation, décédulation anormale et enfin altération de l'implantation et de la fixation du placenta. Ce sont tous des facteurs, des mécanismes selon lesquels ces adhérences peuvent empêcher la grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le traitement. Il y a le traitement, il y a bien sûr l'opération elle-même, instrumentation chirurgicale, le système énergétique si on va l'utiliser et la gestion préhystéroscopique, mais aussi on peut utiliser des méthodes de barrière comme les gels différents, les dispositifs, des ballons, des nouveaux gels qu'on a introduits récemment. Et voilà comme Dr. Charles Marsh nous présente à gauche. Et voilà à droite, il y a les ballons de Cook, mais il y a aussi, selon Marsh, voilà les résultats après l'opération. Les patients qui sont devenus enceintes, le taux de grossesse clinique 61%, taux de naissance vivante 83%, décès 61%, prématuré 7%, placenta acrita à peu près de 2%, si on les compte depuis ces 61% qui sont devenus enceintes. Il y a aussi l'impact des menstruations sur la fertilité de la femme, qui sont traitées pour le syndrome d'Asherman. Alors, les résultats dépendent de la menstruation. Alors, si la femme a une aménorrhée, selon cette étude de Weng et ses collègues, aucune n'était venue enceinte. Si les menstruations étaient réduites, alors 46%, si les menstruations étaient normales, alors à peu près de 60%, et en moyenne, c'était 53%. Et voilà aussi, selon ce papier de Mortimer, les résultats de l'AMP après le traitement du syndrome de Asherman. Et voilà, natalité vivante n'a pas vraiment, il n'y a pas de différence après le traitement d'Asherman ou les femmes qui n'ont pas d'Asherman. Alors, comme on dit, soi-disant que la fertilité est devenue plus ou moins normale. Ce qui était différent, c'est l'épaisseur de l'endomètre et la possibilité d'avoir un placenta acrita dans le futur. Une quatrième raison anatomique pour l'infertilité secondaire après une césarienne, ce sont les adhérences intra-abdominales, bien sûr. Et voilà l'incidence de ces formations des adhérences selon ces deux papiers. Première césarienne 36%, deuxième, troisième, quatrième césarienne jusqu'à 83%. Et voilà les facteurs de risque de formation d'adhérence abdominale. S'il y avait une chirurgie antécédente, si on a eu des césariennes, 2 césariennes ou 3 césariennes, et les maladies gestationnelles, c'est-à-dire le diabète, c'est-à-dire l'hypertension ou la toxémie de la grossesse, ce sont des facteurs de risque pour le développement de ces adhérences. Et voilà. Et un autre risque, c'est la fermeture contre la non-fermeture de la césarienne. Et voilà, selon ce papier, on a plus d'adhérence si on fait pas une fermeture
péritonéale. Il y a des papiers qui contredisent ces résultats, mais c'est ça l'étude de l'IEL en tout cas. Et le pathogenèse de la formation d'adhérence, après la chirurgie, il y a une lésion tisculaire, des vascularisations, hypoxie tissulaire, le stress oxydatif, et tout ça, ça entraîne une anaérobie métabolisée. Enfin, on voit le développement des adhérences. Alors, comment ces adhérences peuvent conduire à l'infertilité? Il y a des adhérences, les adhérences sur les parois. Ils entravent la progression des spermatozoïdes, augmentent l'espace utérin. Les adhérences para-ovariennes peuvent affecter la capacité de la fimbria à saisir l'ovocyte. Adhérence tubaire distale, saisie tenticulaire de l'ovule para-ovarien, risque de grossesse extra-utérine. Adhérence ovarienne, l'aspiration aussi des ovocytes en PMA. Et voilà la classification de la ASRM. C'est une classification pour les adhérences annexielles. Comme on le voit ici, c'est peu utilisé. Mais ce qu'on peut dire, c'est, selon ce papier de Al-Gargawi, comme on le voit ici, la prise en charge laparoscopique est plus a plus de succès si les adhérences sont légères, 76% de taux de grossesse, modéré 61% et 61% adhérence sévère 20%. On a aussi la possibilité de développer un hysterosalpinx avec ces adhérences. On sait l'étude de Camus où il a trouvé avec ses collègues que la présence d'hydrosalpinx affecte les résultats de la PMA, le taux de grossesse est diminué, d'implantation, naissance vivante et fausse couche, comme on le voit ici. Et on sait aussi le travail de Strandel où l'ablation de l'hydrosalpinx peut améliorer les résultats de AMP, comme on le voit ici. Et enfin, on a le risque de rupture utérine. Et voilà, selon cette étude systématique de l'OMS, on a trouvé que chez les pays développés, bien sûr, la rupture de l'utérus est très rare, mais dans les pays les moins développés, peut-être jusqu'à 2500 par 10 000. Et quels sont les facteurs de risque? Il y a beaucoup de facteurs de risque, les ruptures utérines antérieures, une ou plusieurs césariennes antérieures, myomectomie laparoscopique, utilisation d'oxytocine, multiparité, grande multiparité, suture bilingue et toutes ces choses-là. Mais quelle est la fertilité après cette rupture utérine si on a pris en charge d'une manière conservative? Alors, selon ce papier de Gahtani, le risque de récidive est de 4 à 13%, mais l'infertilité qui entraîne est de 22 à 32,5%. Bien sûr, si on a fait une hystérectomie, on aura besoin alors de maternité de substitution. Et ainsi, messieurs, dames, chers collègues, la césarienne n'est pas sans risque. Elle peut diminuer les chances de fertilité. La pathologie tubaire n'est pas une cause. La niche utérine peut affecter la fertilité. Les adhérences intra-utérines ainsi que les adhérences intra-abdominales, en particulier s'il y a une césarienne antérieure, longue durée dans l'intervention, les maladies gestationnelles. La rupture utérine aussi est associée à 32% d'infertilité. Et enfin, la césarienne doit être pratiquée méticuleusement et uniquement lorsque cela est médicalement indiqué. Avec ça, je termine ma présentation et je vous remercie, espérant de vous voir à Alexandrie dans le futur prochain, ou peut-être on en a la chance d'avoir un des congrès de girafes. Merci.